Mets la cassette de décibels, tu fais claquer un coup et c'est tout. On m'a vu dans le Vercors. Olivier! Tu vas me niquer la batterie! Et attention de ne pas niquer vos batteries. On va ce soir parler avec mon ami Paul, ici présent. C'est moi, bonjour. Voilà. Je sais pas pourquoi je t'ai fait une voix de Barry White à l'instant là. Bah, c'était très cool. Je suis Gilles Gros Paquet. Gilles Gros Paquet, j'ai bien aimé. Attention Gilles Gros Paquet, de ne pas me niquer ma batterie. Exactement. Ça fait des basses, hein, ceci dit. Ça fait des basses. On aime les basses. On aime les basses. On aime les basses. Et ce soir, tu vas nous parler d'un album que tu aimes tout particulièrement. Lequel est-il, Paul ? Eh ben, c'est l'album, attention, accent anglais, c'est l'album The Real Thing de Faith No More, qui est un excellent album, puisqu'on en parle dans ce podcast. Tout à fait. Finalement. Tout à fait. Sachez-le, dans ce podcast, on ne parle que de bonne musique. D'excellente musique. De turbo musique, même, je pense. Turbo musique, tout à fait. Alors, raconte-nous un peu cet album, ton amour pour cet album, vite fait comme ça. Ah, mon amour pour cet album. Alors, c'est un petit cas particulier cet album-là parce que c'est un album. C'est pas le premier album de Faith No More que j'ai écouté. Parce que pour la faire assez rapidement, Faith No More est un groupe qui a beaucoup trop d'années. Hein. Ça a démarré en 80, enfin en 79. Donc, j'étais pas né. Et il faut savoir que les dos, incroyable. En fait, cet album-là de Real Thing, il est sorti avant ma naissance. Ouais. Donc, il est sorti en genre 91, entre 90 et 91. J'ai plus la date en tête, effectivement. Internet me dit 89, mais bref. Ouais, j'étais parti sur 89 aussi, moi. Ça a pété en 90, c'était l'époque MTV, c'était les débuts d'MTV. Ouais. C'est un truc que j'ai pas du tout connu. Moi, j'ai connu Faith No More beaucoup plus tard, je devais avoir 15-16 ans. Grâce à un pote, merci, big up Louis, hein, d'ailleurs. Big up à toi. Big up à Watt. Moi, j'ai découvert avec Angel Dust, qui est l'album d'après, qui est sorti en 92. Donc, je n'étais pas né non plus. Voilà, vous pouvez maintenant fourchetter mon âge. Et du coup, ouais, je l'ai découvert avec Angel Dust. Et j'adore Angel Dust aussi. J'adorerais en parler également. Mais je trouve que on peut, évidemment, on peut lui trouver une petite place, il n'y a pas de souci. On va en parler forcément un peu de toute façon dans l'épisode parce que c'est assez important. Alors tu vas en parler parce que pour le coup, je ne le connais pas celui-là. Ah, bah je pense que c'est l'album qui représente le plus ce que Mike Patton est capable de faire dans une formation avec laquelle il a un peu bossé. Parce que faut savoir que Faith No More, il y a entre guillemets deux, je vais mettre une grosse période, mais on va dire que Faith No More est un groupe qui a eu plusieurs voix, mais deux particulièrement. La première, c'était celle de Chuck Mosley sur le premier album qui s'appelle We Care A Lot. Qui est pas vraiment un très bon chanteur. C'est-à-dire que rythmiquement, il est à peu près là. Au niveau de la justesse, bon, c'est pas trop ça. Et il se trouve que ce Chuck Mosley se fait virer du groupe pour... si tu écoutes certaines personnes, c'est pour du racisme. Si tu écoutes le reste des gens qui en parlent, c'est juste parce que il arrêtait pas de se droguer et qu'il foutait le bordel. J'ai plutôt tendance à croire à cette deuxième partie quand j'entends le chant. Mais voilà. Et arrive un espèce de génie mental de la musique, qui est Mike Patton, que vous avez peut-être déjà un jour écouté sans le savoir. Certainement, oui. Oh, oui. Il y a de fortes chances. Et Mike Patton, il arrive au moment où The Real Thing, tout ce qui est mélodie, morceau est déjà composé, il n'y a pas de paroles. C'est-à-dire que le mec arrive, c'est comme si moi, j'arrivais sur un album de, je sais pas, de chansons françaises, d'Aznavour, tu vois. On me file toutes les instrus d'Aznavour, et on me dit, oh, Charles est mort, faudrait que t'écrives un truc. Il a emporté ses textes avec lui. Ouais, c'est ça, il a emporté ses textes avec lui. Mais en fait, vraiment, littéralement, il s'est pointé. Je crois qu'il a écrit toutes les paroles de l'album en 12 jours.
Ce qui explique que quand tu écoutes un petit peu ce qu'il raconte, tout fait pas toujours sens. Mais et après, est-ce que ça explique la reprise de War Pigs aussi? Je sais pas. Mais pour le coup, c'est le premier album sur lequel, enfin de Faith No More sur lequel Mike Patton chante. Et je trouve que autant Wiki Reload était très très cool dans la proposition musicale que ça envoyait, mais je pense que Patton l'a sublimé en venant chanter par-dessus, parce qu'il a une voix qui est assez flexible, déjà. Il a une manière de chanter très atypique. Ouais, il a Voix une... très, oui, très aussi, spéciale. ouais. Très reconnaissable Aussi. en tout cas. Ouais, complètement reconnaissable en tout cas. Si vous avez déjà entendu Mike Patton, vous le reconnaîtrez un peu partout. Sauf dans un morceau dont je te garde la surprise tout à l'heure. Parce que je l'ai découvert il y a pas longtemps. Ah, Mais ouais, Noise, c'est Noise. The Real Thing pour moi, c'est l'album d'un groupe qui, pas qui se réinvente, mais qui se recrée. Alors je suis assez d'accord avec toi pour dire que c'est un groupe qui se réinvente. Je te suis là-dessus. Hein. Ouais, c'est ce que fera Faith No More assez souvent parce que. Enfin, assez souvent. Disons que là où Faith No More aurait pu être juste entre guillemets un bête groupe je sais même pas comment qualifier ça du coup maintenant quand tu prends toute la discographie. Enfin, tu vois, genre tu vas sur Wikipédia, ils te disent funk metal, sauf que déjà je sais pas spécialement à quoi ça correspond. Mais Je dirais c'est- fusion, moi. Ouais, j'aurais dit fusion aussi peut-être éventuellement. Mais dans tous les cas, c'est un groupe qui a sur chaque album, t'as quelque chose de très marqué qui n'est pas nécessairement dans la continuité du précédent. Sachant que je pense que entre Angel Dust, qui est l'album d'après, et The Real Thing, qui est l'album dont on parle, il y a eu, enfin c'est probablement celui entre lesquels il y a eu le moins de différences musicales, tu vois. D'accord, ils Pour sont moi, plus dans la continuité l'un de l'autre. Ouais. Ben de toute façon, en fait, tu peux le sentir avec les dates de sortie d'album, puisque comme on le disait tout à l'heure, 89, t'as The Real Thing qui sort. The Real Thing, vous avez forcément entendu des morceaux de cet album-là, Mais puisque oui. Epic, Epic, voilà, ouais. Epic, c'était une dinguerie, ça a été propulsé dans les charts. T'as peut-être entendu Falling to Pieces dans La chute du faucon noir. Alors je aussi. n'ai pas vu la chute du faucon noir. Eh ben, sache que c'est dedans, ça a fait un ou deux rock bands. On les a entendus, hein, ces pistes-là. En plus, le groupe a vraiment pris en popularité à partir de cet album-là. Angel Dust a assis juste après cette position de un peu d'ovni musical en fait, parce que c'est vrai que moi j'ai du mal à le replacer dans le contexte parce que comme on l'a dit, je t'ai pas né. Mais je suppose assez facilement que ouais, tu devais pas avoir beaucoup de Faith No More à l'époque, même dans cette scène un peu alternative bizarre hein, de l'époque. Donc pourquoi The Real Thing? Parce que c'est l'album qui va marquer une transition, qui va mettre Mike Patton entre guillemets sur le devant de la scène, parce que bon, c'est pas le seul groupe de Mike Patton, hein, on en parlera peut-être un peu après. Oui, oui. Mais pour le coup, je pense que c'est celui qui a la plus grande aura, et à juste titre, parce que je trouve que la quasi-intégralité de la carrière du groupe est une dinguerie absolue, et principalement parce que Mike Patton. Je pense Tu que disais, c'est ouais, beaucoup c'est trop fou. exactement ça. Tu disais tout à l'heure que il s'était pointé après qu'ils aient enregistré les instrus de The Real Thing et qu'il avait posé ses couilles sur la table et ses textes. Mais en fait, j'ai l'impression que, effectivement, comme tu le dis, il est arrivé au sein de Faith No More à ce moment-là, et à partir de ce moment-là, il est venu se greffer dessus et il a foutu sa, Ouais, il a foutu ouais, sa marque, quoi. tu sais pas trop si on lui a demandé ou s'il est venu parasiter un peu, tu sais, sur les bords. C'est toujours un peu un petit peu étrange avec Patton là-dessus. Mais ouais, tout à fait. Ce qui est sûr, c'est que invité ou parasite, je trouve qu'il a mis beaucoup de, du coup pas beaucoup dans cet album au niveau des instrumentations, parce que c'était comme on disait, c'était déjà fait quand il est arrivé. Il est très éclectique cet album. Ouais, il est très très éclectique. Et Angel Dust, qui est l'album d'après,
est peut-être un poil moins éclectique, mais une folie audio. Ouais, une folie audio, ça marche. Du bonbon C'est- pour les oreilles. C'est un phonogramme assez incroyable, hein. Mais non, c'est cette espèce d'éclectisme qui, pour moi, différencie ce groupe d'autres trucs qui pouvaient faire partie de sa mouvance. Et pour le coup, ben, vraiment, c'est cet album-là qui marque un petit peu la rupture entre le truc expérimental sympa qu'on aurait tous oublié 10 ans après, et ben, Faith No More, le groupe qui se sépare genre pendant 10 ans, et qui revient et qui tape des têtes d'affiche instantanément. C'est Parce ce qui que est arrivé c'est le en cas. 2009. D'accord. Ouais, en fait, ils ont fait à partir de l'arrivée de Mike Patton, donc en 89 là, ils font The Real Thing en 92, entre 92 et 94, ils bossent sur Angel Dust et les tournées, donc l'album d'après. T'as un album qui est encore celui d'après, qui est King for a Day, Full for a Lifetime, qui, je pense, contient probablement un de mes top 5 de chansons préférées de tout l'univers. D'accord. Et donc ça c'est 95 du coup. 98 après les tournées, le groupe se met en pause, entre guillemets se sépare. Et en 2009, tu sais pas d'où ça sort, les mecs sont en mode d'accord, on se reforme, instantanément, tête d'affiche de Dour. Donc déjà pas mal. Main stage au Download Festival. Et après, tout reroule. C'est... Instantanément, les mecs sont revenus sur le devant, ils ont recommencé à bosser, et là ils ont ressorti quelques albums depuis la reformation. Et ils sont tous bien. Voilà. Ouais, je le dis. Ils sont tous bien pour des raisons différentes à chaque fois. La seule constante, pardon, étant le timbre de voix et la manière de chanter de Patton. Donc c'est un groupe assez important pour moi parce que c'est arrivé au moment où t'as cette espèce d'envie adolescente qui écoute des trucs qui font du bruit avec des gens chevelus, Ouais. peut-être un peu racistes et pas tous sympas, mais au début tu fais semblant de pas voir. Et pour le coup, ça m'a montré que tu pouvais faire des trucs incroyables avec des bases communes, mais qui n'a rien à voir. Tu vois, moi quand je vois des gens qui, typiquement Faith No More qui va au Hellfest, tu vois. Tu te dis, les têtes d'affiche, t'as Iron Maiden, Immortal et Faith No More en plein milieu, tu vois. Ouais, ils C'est ont pas ils ont leur forcément place. l'endroit où tu les attendrais. Oui, bien sûr. Mais c'est un petit peu comme quand tu mets les Zwinkels au Hellfest, quoi. Tu vois, tu te demandes un peu d'où ça sort quand tu l'entends et quel est le rapport. Mais en vrai, le rapport est complètement là, hein. Et du coup, tu te l'as infligé, mais t'en as pensé quoi de cet album, toi? Ah, mais écoute, j'ai été très très content de me l'infliger en fait. C'est une très bonne je suis chose. heureux. Je l'ai effectivement pas connu à l'époque. J'étais plus du côté de Nine Inch Nails et consorts à ce moment-là. Forcément. Mais c'est un album assez intéressant et très très péchu. Alors il m'a mis dans un bon mood à chaque fois que je l'ai écouté, quoi. Ah, il est feel good, hein. Ah ouais, il est vraiment C'est feel fou, good. hein. C'est exactement ça. C'est un album feel good. Quand on a un petit coup de mou ou qu'on n'est pas bien, faut écouter cet album et en fait ça repart, quoi, direct. Et je suis à peu près, je suis assez d'accord avec toi sur à peu près tout ce que tu as dit. T'en as très très bien parlé en tout cas. C'est très cool. Merci. Et il est effectivement, comme je disais, très éclectique. On est, alors dans la première partie, je dirais 2-3 premiers morceaux, on reste sur une vibe très années 80, j'ai trouvé. Ouais, la première partie, elle essaie de t'endormir, je trouve. Voilà. Genre, Et puis, tu vas écouter un groupe de 80. Voilà, c'est ça. T'es un peu dans, tu sais pas trop où ça va, mais ça reste sympa quand même.
Alors, spécial dédicace, les strings qu'on entend tout le long, là, qui sont bien Ah. bons, tant pis aussi. J'y ai Oui, oui, repensé grave. l'autre fois. En fait, c'est terrible parce que c'est vrai que tu me dis cet album commence comme un album 80 et après t'arrives sur Surprise You're Dead et là ça n'a plus rien à voir. C'est ça, c'est ce que j'allais C'est, dire. Et puis arrive Surprise You're Dead, le 4e morceau, là. Et là, bah, je pense que ça doit être un de mes préférés, tu vois. Ah mais il est fou. Mais on parlait d'influence. Enfin, je pense que c'est un groupe qui a été ultra influent aussi derrière. Moi, je t'invite, peut-être après cette écoute-là, à t'écouter Angel Dust. Et je pense que si tu connais Marilyn Manson, il y a beaucoup de choses qui vont te dire quelque chose dans cet album. C'est l'album suivant, hein, Angel Dust. Hein, c'est Ouais, ça. c'est l'album suivant. Ouais. Non, mais je vais le faire, hein, bien sûr. Y a Ah mais aucun je me problème. doute. T'avais l'air, on en parlait en off. T'avais l'air très Je pense très que très enjaillé. je vais même pas me forcer. Oh quelle bonne nouvelle. Ouais, non, j'écouterai ça après, y a pas de souci. Mais tu l'avais jamais écouté cet album-là. Est-ce que t'avais déjà écouté Face No More aussi, d'ailleurs? Oui, de fait, oui, puisque je connaissais Epic. Je connais Oui. aussi War Pigs. Ah, War Pigs et plus Black Sabbath à la base. Mais Je connaissais exactement. peut-être cette version-là, ouais. Oui. Et enfin, je connaissais War Pigs, mais j'aurais jamais imaginé que ce serait du Face No More. D'ailleurs, la preuve, c'est que quand je l'ai réécouté de nouveau là, en découvrant l'album, j'ai eu l'impression que Spotify m'avait envoyé dans un truc années 70, tu vois. Ça me rappelle une anecdote quand j'étais jeune et que j'ai commencé à découvrir un petit peu le métal extrême. J'étais tombé sur l'ur-exemple des trucs ultra techniques qui est Meshuggah. Ah. J'avais téléchargé un album de Meshuggah et en fait, en plein milieu de cet album-là, Nous parlerons de il y avait- Meshuggah. oh, on en parlera sûrement, ouais. Il y avait une track de je ne sais plus quel groupe qui n'a rien à voir avec la choucroute, qui s'était merde. foutu en plein milieu. Et du coup, tu as cru que Et c'était. en fait, comme elle enchaînait assez bien, je me suis dit, oh, c'est peut-être un morceau plus calme, c'est bizarre. Et ça n'a fait strictement rien à voir. Ça me rappelle un petit peu ce qui s'est passé la dernière fois avec Massive Attack. Ouais. Où tu Ah, disais tout à que- fait, tout à fait. Exactement. Sauf que là, pour le coup, je m'en suis rendu compte assez vite, mais pas à l'écoute. Tu vois, j'ai fait, tiens, c'est marrant, il y a 2 pistes 2. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Si je retrouve le nom du groupe, je le crierai, mais Ouais, je veux bien, ouais. Par c'est un curiosité. groupe. Je me rappelle que c'est un groupe israélien. Mais Un groupe israélien de gent, il non, doit y en avoir 10 000 quand même. C'était pas du gent. C'est pas du justement. gent? Non. Mais faudrait que je retrouve. Mais ouais, c'était bizarre. Intéressant. C'était Orphanland. Orphanland, Ce le qui nom n'a du groupe. Rien à voir, ouais. Ah, il faut que je me note ça dans un coin parce que je suis assez curieux. Je t'en parle. Mais c'était pas mal, hein. C'était une bonne track en soi. Mais effectivement, quand t'écoutes ça et n'importe quelle autre track de Meshuggah, tu te dis, bon, tu te dis que je suis quand même un peu con. Ouais, mais c'était la découverte, c'est normal. C'est ça. Après, quand ton oreille finit par se faire à un Oui, groupe c'est en comme particulier, tu sais reconnaître ou pas. Ah oui, bah Face No More, typiquement. Mm. Parce que on parle beaucoup de la voix de Patton comme étant, tu sais, un espèce de fil rouge, tu sais, un truc qui se détecte beaucoup dans Face No More, bon, sur les albums sur lesquels il est, hein, forcément. Et pour le coup, c'est pas la seule chose qui va définir Face No More, je trouve. Alors après, c'est peut-être forcément beaucoup plus clair quand t'as écouté la discographie, donc toi, ça va pas forcément te sauter à la gueule. Mais t'as beaucoup de structures musicales qui vont revenir, t'as beaucoup de sonorités qui vont revenir, t'as beaucoup de piano aussi. Parce que faut savoir que Mike Patton, en plus d'être un chanteur, un showman et probablement quelqu'un de... C'est Mais un pas putain de totalement là. showman. Je suis tellement d'accord avec toi. J'allais le dire d'ailleurs, dans mes notes, c'est marqué que le gars il joue quoi. Ah ouais.
Il chante pas, Ouais. il joue en fait. Ah, faut le voir chanter, hein, pour le coup, j'avoue. Bah, je l'ai vu. Mais hein, il est également pianiste et c'est lui qui joue sur Edge of the World, qui est la dernière track de l'album. C'est cette espèce de truc de crooner Hmm. qui clôt l'album. Bon, qui parle un peu de pédophilie, mais ça, c'est pas grave. Mais ouais, c'est ce côté mélanger un peu tout, mélanger du phrasé rap aussi, ce qui n'était pas forcément une évidence. Ce qui est pas non plus forcément une évidence quand tu le reprends avec les codes que t'as dans le rap aujourd'hui. Bah, Mais, c'est en ça que je disais que c'était de la fusion tout à l'heure en fait. hein. Pour moi. Oui, totalement. Et puis je pense que ça a peut-être été parmi les premiers à tenter le mélange, ce mélange rap rock Mais là. je sais pas, parce que je suis en train de me demander. Non, parce que tu avais déjà Anthrax qui avait fait ça avant. Ah ouais, Dans parce que un moi, la autre première style, fois que j'ai entendu de mais, la fusion, je me souviens très 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 clairement, c'était sur la BO d'un film absolument horrible qui est Spawn. Mais par contre, la BO de ce film, elle est monstrueuse parce qu'en fait, t'as un groupe de rap et un groupe de rock par piste Ah. qui chantent ensemble à chaque fois. Ah ouais, ça doit être un peu étrange. Ouais. Mais c'est très très classe. Elle est vraiment magnifique cette BO. D'ailleurs, ouais, je sais pas. Est-ce trop qu'il est si- pas dessus? Est-ce qu'on en parlera de cette BO? Non, non, non. Non, non. Mais par curiosité, il faut aller. Il y a des morceaux qui sont absolument fabuleux, quoi. Et, Ah bah, j'imagine, oui. et pour le coup, ça fait de Faith No More, pour moi, à mon avis, des pionniers de la fusion. Parce que ils ont fait C'est ça pas- avant. C'est pas un genre que je connais très bien, en vrai, la fusion. Mais je pense qu'il y a moyen. Parce que c'est... Ouais, c'était aussi dans le début du... Dans ces espèces de débuts de néo-metal. Enfin, moi, j'ai vu des trucs, genre, toute la scène néo-metal qui a suivi derrière, genre des mecs comme les gars de Korn et tout, ils sont tous ultra fans de cet album. Genre, ils ont tous dit ça a été une dinguerie dans notre vie d'artiste. Et on a tous eu envie de faire ça, quoi. Ce que je trouve dingue, parce que quand t'écoutes des morceaux de Korn ou Alors, d'autres choses, Ouais, il n'y a pas grand tu vois, chose. y a pas grand chose. Si, la basse qui est très très là dans. Enfin, qui est moins là dans Angel Dust, mais qui est beaucoup plus là dans les albums suivants. Ouais. Notamment King for a Day, Fool for a Lifetime, qui est très axé sur sa basse. Après, il y a peut-être le côté showman de. Ouais, aussi. Tu vois, le je fait sais pas, de je sais pas trop jouer ce qui vraiment, les a- parce que le chanteur de Korn, il me semble que, enfin, il a aussi des mimiques très très spéciales quand il chante, une voix, une façon de parler, de Ouais. chanter qui est. Je Effectivement. pense qu'il a ouais. peut-être emprunté ça à Mike Patton. Bah, je pense qu'en même temps, enfin, tu sais, tu te retrouves à être influencé dans ta musique, tu prends forcément ce qui se passe dans tes influences, quoi. Mm. Donc, je pense qu'en vrai, tu te dis, tiens, je vais faire un truc de fusion ou de funk metal, puisqu'apparemment ça s'appelle comme ça. Tu te dis, bon, bah, qui est-ce que je peux copier qui le fait bien? Bah, Mike Patton, let's go, quoi. Je pense que tu te poses pas plus loin. Tu te poses pas plus la question que ça, quoi. C'est amusant. Mais ouais, c'est moi je trouve que c'est un album incroyable, cet album. Ah, oui, oui. Je suis en train d'écouter Zombie Eater là en même temps qu'on parle. Zombie Eaters, Zombie Eaters. qui commence comme une balade là toute douce et puis pareil qui a un pet Ah, au ils casque aiment en bien, plein hein. milieu là. Mais ouais, c'est cette espèce de rupture, moi, qui fait que enfin, comme je disais tout à l'heure, c'est pas mon album préféré du groupe, puisque ça va être, bon, comme beaucoup de gens apparemment, de ce que j'ai compris, Angel Dust. Mais pour le coup, je pense que il est, bon, c'est un bon album, mais il est surtout intéressant pour la carrière du groupe, pour le développement musical qu'il a, ben, du coup, qu'il a inspiré, puisque on en parlait, c'est un peu énervé. Et cette espèce de prétexte que ça me donne pour parler avec Mike Patton. Parce Vas-y, que, vas-y.
Parce que bah, ce mec est une dingue. Est-ce que tu peux me citer des trucs qu'il aurait fait? Parce que toi, je sais que. Oui, bah alors comme je disais moi tout à l'heure, je l'ai découvert avec Peeping Tom par exemple, qui est un de ses projets. Alors, c'est quoi Peeping Tom? Parce que moi, je t'avoue que c'était celui que je connaissais le moins. C'est vrai. Ce qui est bizarre parce que Patton, il a vraiment fait des trucs genre obscurissime dans le fond d'une cave quelque part, mais Peeping Tom ne me dit rien du tout, quoi. Alors, Peeping Tom. Euh, Hein. On est perdu. Qu'est-ce que Ça- c'est un Peeping Ça Tom? ressemblerait à quoi? La question Pour le super coup, simple. ça ressemblerait à du funk metal, Ah, ce serait ta définition du funk metal. couplé à de la fusion aussi, pour le coup. Ouais. Euh, Et puis, mais je pense que tu dois connaître. Enfin, tu connais au moins un morceau. Hein. Ouais, je connais au moins un morceau, pour la bonne raison qu'ils la fit avec Massive Attack, hein. Faut pas déconner non plus. Mhm. Mais je t'avoue que Peeping Tom est pas du tout le projet. Après, c'est peut-être le projet qui musicalement m'intéresserait le moins sur le papier, tu vois. Tu me dis, ouais, il y a ça. Bon, la moitié des mecs, c'est des noms que je connais, tu vois, mais enfin, je veux dire, le mec arrive quand même à faire un album sur lequel il collabore avec Amon Tobin, Massive Attack et Nora Jones, tu vois. Et Kid Koala. Et... Non, mais il y a plein de trucs Voilà, et sympas. plein d'autres gens. Et C'est à mon avis. c'est un truc de Patton, ça, d'avoir plein de cum. Mais le morceau que tu connais certainement, à mon avis, ça va être le tout dernier là, We Are Not Alone, le remix Dub Trio, parce Alors, qu'il est ça me dit relativement rien du connu. Donc, Moi, le seul We Are Not Alone que je connais, c'est. Jette-y une oreille, tu dans verras. un film. Jette-y une oreille, tu verras. On est très très proche de Gorillaz. Ça me surprend pas. Et mais c'est un melting pot cet album en fait. Hein. Il y a... Ah, j'imagine que ouais, ça doit être une ode à l'éclectisme parce que quand tu vois. Enfin, en fait, tu vois juste à la liste de mecs qui collaborent dessus, quoi. Ouais, c'est ça. Ça a l'air assez dingue. Je me le mettrai peut-être. Je me le mettrai peut-être juste après, tu vois. Et c'est pareil, hein, c'est ultra feel good. Oh, j'imagine. Bah, Patton, enfin, les projets de Patton, Face No More le fait un petit peu plus dans sa période King for a Day et un peu après. C'est toujours du fun et il y a toujours un petit truc un peu tristo mélancolique. Je parlais d'une de mes tracks préférées de tous les temps qui est probablement Take This Bottle sur King for a Day là. Mais t'es sur de la balade au piano, sur une chanson triste, sur le renoncement. Enfin, c'est un truc. C'est un truc qui va te mettre dans un état d'esprit qui est pas forcément négatif, mais qui est pas non plus, tu vois, axé sur l'envie de te pendre, ou en tout cas, ça va passer vraiment sur une manière d'être présenté qui est assez feel good finalement. Si tu écoutes pas les paroles, en vrai, ça passe tout seul. Hein. C'est une petite balade un peu mignonne au piano, et en fait, quand t'écoutes les paroles, c'est hyper triste parce que c'est une chanson de rupture, très clairement, tu vois. Ou une chanson sur l'alcoolisme. Tu sais pas trop, enfin, tu sais, c'est un peu comme tout, quoi. Tu vois un peu ce que tu veux. Mais en tout cas, t'es à peu près sûr que c'est pas une chanson. C'est pas la joie et les petits écureuils, quoi. Saloperie d'écureuils. Mais, ouais. Je suis en train de regarder un petit peu là. Parce que bon, en dehors de Fantomas, effectivement, que je connais aussi. Ah, Fantomas. Bah, tu vois, Fantomas, ça fait partie des trucs. Genre, je vais pas dire que personne connaît parce que c'est évidemment faux. Mais c'est probablement le truc le moins access du monde, quoi. Ah oui, bah oui, clairement. Le on est moins vraiment dans access l'expé de là. ce qu'il a. Mais après, tu regardes encore une fois. Les dingos avec qui il bosse, quoi. Le gars, il fait un truc, il se dit, oh tiens, je voudrais bien Igor Cavalera de Sepultura. Le mec fait, ah bah non, bon bah ok, je vais prendre le batteur de Slayer, yo. C'est fou. Tu regardes tous les groupes dans lesquels qu'il a créé ou qu'il a joué, dans lesquels il a joué, mais c'est une folie. T'as vraiment que des musiciens qui sont ultra connus dans leur milieu. Oui, et reconnu surtout, c'est des pointures à chaque fois, quoi. Tu regardes ce qu'il fait dans Mr. Bungle, là, enfin le line-up de Mr. Bungle,
Bah, Scott Ian d'Anthrax, Dave Lombardo de Slayer, déjà. Ça te calme tout de suite. C'est- Tu fais ok, d'accord. Je vois que parmi les labels qui ont collaboré avec Mike Patton, il y en a un qui s'appelle IPCAC, Oui, Represent by Indigo c'est Fisac. fort. C'est fort, IPCAC. C'est fort, IPCAC, c'est IPCAC. stronk. Prends-le, c'est stronk. Ouais, ouais. Et alors, ma question, c'est que parce que pour moi, enfin, je l'imagine vraiment comme un musicien complet, entre guillemets. Et alors, ma question, c'est, comme je ne sais pas, je ne connais Ouais. pas tous les trucs sur lesquels il a collaboré, est-ce qu'il Mhm. a fait quelque chose du côté du free jazz ou Alors, plus jazzy? je saurais pas te dire. Parce que saurais je pas, t'avoue toi? que c'est pas tellement mon. C'est pas tellement mon domaine de compétence. Après, il a forcément fait des trucs un peu jazz. Parce Parce que que mathématiquement, je ne Bungle, vois pas le faire, tu vois. Mr. Bungle, apparemment produit par John Zorn, et il me semble que John Zorn, c'est pour le coup, Un producteur de jazz, voire même un musicien de jazz. j'en sais rien du tout. C'est là que les gens tu vois, vont voir que je suis une fraude totale et Non, non, absolue. non, 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 non. Mais non, pour le coup, j'en sais rien. Ça m'étonnerait pas parce que musicalement, de toute façon, tu le sens un peu dans sa manière de jouer du piano. Mais oui, Il y a une influence de jazz, c'est sûr et certain. Alors pas forcément le free jazz énervé de 18 ans, mais t'as beaucoup de trucs de cette vibe ouais, 60s, 70s que tu pourrais trouver ouais, dans des speakeasy, quoi. Donc c'est pas surprenant que tu fasses le rapprochement entre ouais, les moi je deux, pour pense le que coup. s'il n'a pas collaboré, ou il a rien fait de ce côté-là, il devrait en fait, hein, vraiment. Il faudrait qu'il rajoute On y gagnerait, je pense. oui, évidemment. Mais plus rigolo, beaucoup plus rigolo, parce que je m'en suis rendu compte un peu après, Mike Patton, tu l'as forcément déjà entendu, puisqu'il fait des voix dans Portal et les deux Left 4 Dead. Voyez-vous ça? Dans Portal? Il fait la voix Ouais, de qui dans Portal? Portal, il fait le processeur de colère de GLaDOS. Et effectivement, quand j'ai lu ça, je suis allé revérifier, et effectivement, tu le reconnais. Et dans Left 4 Dead, bon, il fait des bogborythmes, mais il fait des bra comme il fait dans tous ses albums, parce qu'il scate beaucoup aussi. Putain, mais incroyable. Portal, Et tu dis? dernièrement, si t'as joué au jeu Tortue Ninja de Dotemu qui est sorti il y a pas longtemps, la Shredder's Revenge, c'est lui qui chante le thème principal. D'accord. Mais là, tu le reconnais pour le coup. Si Ah là, t'entends tu le reconnais de Ouais, ouf. ok. Je le savais pas, mais enfin, on l'avait mis en musique de fin dans Pragmastic justement, et je croyais pas Delphine quand elle m'a dit mais si, c'est Mike Patton. Et en fait, tu l'entends chanter 3 secondes et tu fais ok, c'est lui. Tu sais pas ce qu'il fout là, mais il est là. Donc, Hunger Sphere, alors c'est- attends. Ouais. C'est une folie. GLaDOS Il fait- Hunger Core. Il fait aussi des cris de monstre dans Je suis une légende avec Will Smith. En gros, il aime beaucoup faire des cris. C'est ça. Des Ce qui grognements s'entend, et des borborigmes. Des gros grous, il aime vomir dans les micros. Enfin, C'est ça. c'est un artiste complet, quoi. C'est ça. Mais ça se sent sur Face No, enfin sur l'album de Real Thing justement. Ouais, sur The Real Thing. En fait, tu sens qu'il, comme on lui a dit, fait des trucs en 12 jours et que de toute façon, je pense qu'avec les contraintes de prod, ben, c'est-à-dire qu'il se pointe avec un truc, il le chante, on lui dit à la limite chante le plus bas, chante le plus haut, mais on doit pas lui demander de remodifier grand-chose. C'est lui qui Ça chante a l'air sur, d'être, sur Praise Your Dead? Ouais, tout à fait. D'accord. Donc, C'est Curious. Putain, je le répète encore, hein, je l'ai déjà dit tout à l'heure, hein, mais c'est ah, une mais dinguerie cet répète-le. album. Moi, ça me fait plaisir que tu trouves l'album incroyable. Ah, Parce que mais c'était pas forcément gagné. Parce que c'est quand même un des projets les plus easy listening de Patton en vrai. Alors peut-être à l'exception de Peeping Tom dont tu parlais tout à l'heure, parce que pour le coup je l'ai pas écouté, mais pour avoir écouté le reste, franchement, Face No More c'est quand même la valeur la plus... Enfin, tu peux le claquer en soirée sans que les gens te regardent bizarrement et commencent à se dire qu'ils devraient rentrer parce qu'ils vont rater le journal télé, quoi. Mais on a tous connu ces soirées-là. ah, tout à fait. Ces moments où tu te dis non, mais arrêtez de passer de la flotte là, puis Ah tu sors ouais, ton non, mais vieux c'est- truc, tu dégaines ton vieux morceau que personne ne connaît. Et t'es le seul à t'enjailler Tout le monde dessus. lève- Tu fais, mais si, c'est génial! Et tout le monde lève un sourcil.
peux pas danser là-dessus. Oh, qu'est-ce que tu fais? Bon, en même temps, la dernière fois que t'as essayé de faire ça, c'était sur de la drill expérimentale, donc bon, ça marchait moins, mais... Ah là là, ces Mais grands moments de toute solitude. façon, si tu veux mettre les gens d'accord, tu leur colles Epic. Ils connaissent. C'est sûr. Enfin, on en parlait tout à l'heure, il y a... Si tu dois retenir, enfin, si le grand public, entre guillemets, doit retenir un morceau de cet album-là, ça va être Epic, de toute façon. Puisque c'est celui qui a été le plus charté, enfin, il a été matraqué, hein, moi. De ce que j'en ai. 182 millions Ah. d'écoutes. Épique. Le Sur morceau Spotify. épique. Ouais, tu vois, ça compte pas les diffusions radio, les diffusions MTV et tout ce qu'il y a eu avant. juste donc, only sur Spotify, quoi. Le Après, mec, je sais pas ce que ça représente. ben, Tu sais, enfin, si, je sais ce que ça représente, 180 millions d'écoutes, mais je sais pas, tu vois, où se situent les top dogs de l'industrie. Est-ce qu'ils sont au milliard? Est-ce qu'ils sont aux 2 milliards? Tu vois? mais tu vois, à comparo avec les autres morceaux, tout de suite après, tu as From Out of Nowhere avec 14 Ouais. millions. Bah, c'est normal. Ah oui, T'imagines la différence ouais, entre... ouais, il y a un facteur 10, quoi. Voilà. Ouais. Voilà. Mais ouais, Epic est probablement une des pistes. Bon, c'est pas celle que j'aime le plus, parce que je la trouve cool globalement, mais c'est pas nécessairement la plus intéressante. J'allais te poser C'est- la question. Oui, Quelle piste est-ce que tu aimes le plus sur Falling cet to album? Pieces. Sans hésitation, Falling to Pieces. C'est parce que elle est feel good de ouf, parce que c'est une chanson qui se crie. Je sais pas, il y a un truc que j'aime beaucoup dedans. Il y a un petit le texte veut pas forcément dire grand chose. Enfin, ils disent ce que tu veux qu'ils disent finalement. Parce que voilà, mais tu vois, My Life is Falling to Pieces, Somebody Put Me Together. C'est, je sais pas. Il y a une vibe de cette chanson qui est incroyable. Le rythme aussi qui m'entraîne. Le fait que quand je la passe, je la chante. Systématiquement. Sauf quand ça me foutrait la honte. Moi, j'en parlais sur Mezzanine, j'écoute beaucoup de musique dans la bagnole. Et dernièrement, j'ai fait un gros trajet de plus de 6 heures en bagnole. Et c'est passé en plein milieu et j'ai hurlé comme un con. Et j'étais content, tu vois. Finalement. Mais il y a plein de pistes que j'aime. Mais si je devais en garder une, je pense que ce serait probablement Falling to Pieces. Qui est... Je sais pas. Je sais pas ce qu'elle a de plus, je sais juste qu'elle me parle, qu'elle me fait plaisir quand je l'entends. Et puis on entend Patton chanter, il fait beaucoup de vibrato, beaucoup de tremolo, il tape dans les aigus aussi dans celui-là, dans cette piste-là. Et tu vois, ça te prouve quand même que, bon, il chante un peu comme un canard malheureusement. Mais c'est le timbre de voix de Patton quand il décide de chanter en mode back and forth. Il est un peu nasal là-dessus. Ouais, mais je sais pas, c'est un... Mais ça passe. Oui, ça rentre complètement dans le morceau et ça... Je sais pas. Parce qu'en fait, il en joue de ça. Ouais, je pense qu'il en joue de ouf. Parce que après, tu l'écoutes... tu peux l'écouter sur The Racing, le titre éponyme là, où il va aller taper. Forcément, le mec, il a un timbre de voix, hein, c'est pas ChatGPT si tu veux. Mais... il va te montrer qu'il a quand même une belle amplitude vocale parce qu'il va quand même chanter pas mal dans les graves et il va repartir un peu dans les aigus. Mais ouais, il a ce timbre de voix qui est très distinctif. C'est pas du tout le mot que je voulais utiliser. Qui est très particulier plutôt. Et il te montre aussi que il y a beaucoup de variations qu'il est capable de faire avec sa voix. Il a une très bonne maîtrise de sa voix en vrai. Même si bon, c'est pas toujours parfait, c'est pas toujours là quand t'écoutes certains lives. Mais il a une voix qui est dingue.
Et Falling to Pieces, pour moi, est complètement un des morceaux qui m'enjaille, en fait. J'ai même pas de... Tu vois, j'ai même pas d'autres mots. Je suis même pas foutu de t'expliquer comment c'est juste cette track m'enjaille. Ouais. Et voilà. Mais je comprends tout à fait. Ah bah c'est beau. C'est- Et toi, c'est- du coup, c'est Surprise entendu. You're Dead. Surprise You're Dead, ouais, parce que pour le coup, j'ai été bien surpris, effectivement. Ah parce que Et, ouais, celle-là, elle vient, elle te met un taquet dans la tronche. Hein. C'est ça, ouais. Mais alors moi j'ai ce truc d'écouter les albums comme si ça racontait une même Ouais. histoire, tu vois. Bah toi, t'es un mec qui écoute des trucs progressifs aussi, donc forcément... Et du coup, je l'ai pris un peu comme ça, tu vois. Les 3 premiers morceaux, c'est la vie, l'insouciance, voilà. Et puis d'un coup, il y a t'as la Mec, mort tu vas- qui vient t'emporter Gros, tu vas adorer Angel Dust. et, euh, et voilà. Et toute la suite de l'album, en fait, c'est après ta mort, quoi. Ouais, moi, ce que je trouve un peu bizarre, en fait, c'est cette reprise de War Pigs dedans. Ah, elle est magnifique. Qui est une très bonne reprise en soi, hein. Mais je trouve que quand tu la cales entre les deux tracks que sont Woodpeckers from Mars, qui est un espèce de truc avec des nappes de violon, bon tant pis, pendant 15 ans, et Edge of the World, qui est une espèce de chanson de crooner piano-voix, enfin piano-voix-batterie, quoi. Tu sais pas ce que ça fait là. Même si le morceau est cool, c'est vraiment l'ovni de cet album-là. En plus du fait d'être une reprise, forcément. Ouais, mais pour le coup, une très bonne reprise. Oui, c'est une très bonne reprise. Je pense même que je la préfère à l'original. Mais je suis pas un fan inconditionnel de Black Sabbath, donc il y a peut-être des gens qui vont vouloir me taper. Non. On est Non, les gens toujours sont dans gentils. la subjectivité, de toute façon. Oui, c'est ça. De toute façon, Voilà. c'est le meilleur album du monde. Hein. À un moment, on va arrêter Exactement. d'être objectif, quoi. C'est ça. Je veux dire. Arrêtons. Mais ouais, tu l'entendras, Face No More. Tu l'as entendu forcément après. T'as forcément entendu des morceaux des albums d'après, c'est à peu près sûr. Déjà parce que sur l'album suivant, Midlife Crisis, c'était dans la BO de GTA. Donc, en général, quand tu Ouais. tapes dans la BO de GTA, c'est que t'as plus ou moins réussi. Pour ceux qui se posent la question, c'est sur Genix. Évidemment. entre deux morceaux de Soundgarden et de Nirvana. Mais ouais, t'as forcément entendu Easy aussi. Puisque Easy, c'était une pub pour Levi's. À un moment, c'est sorti également dans... toi, ça va peut-être plus te parler. C'est dans la BO de Baby Driver, également. Oh, Baby Driver, c'est le film avec le jeune qui écoute de la musique quand il conduit, Oui. là. Ouais, tout à fait. Oui, c'est Un il peu. est génial, ce film. enfin, la BO, en tout cas, est La folle. BO, ouais. Le film, j'ai pas trouvé ça fou. Mais ouais, la BO est cool. Non, la BO est J'étais folle. très... Et j'étais très très content de l'entendre parce que j'avais jamais vu ce film-là et je me suis dit putain, la petite ambiance un peu petite balade et là t'as Easy qui passe et je fais bon, c'est la meilleure track que tu pouvais mettre à ce moment-là. Donc, Ah, ben ouais, on doit parler de c'est la cool. meilleure scène du film, d'ailleurs, là. C'est la scène où il se promène dans la rue et où tout ce qui se passe autour de lui, c'est en rythme Ouais. avec la musique qu'il écoute, là. Ouais, tout à fait. Mais elle est quand il magnifique, sort elle est d'une géniale, espèce de cette scène. casse. Ouais, elle est très bien. La scène est sublimée par le morceau, je trouve. Rien que parce que ça arrive à chaque fois à tout le monde, enfin n'importe qui écoute de la musique dans la rue avec un casque sur les oreilles ou quoi que ce soit, Ouais, Tu tu vas vas avoir forcément l'impression- trouver un moyen Ouais. de... tu vas avoir l'impression que tout ce que tu croises est en rythme avec ce que tu écoutes, quoi. Tu vas synesthésier ce que t'entends mathématiquement. C'est ça. L'album est une folie. Ouais, ok. L'être humain est une folie. Ouais. Mais ouais, tu t'as forcément entendu des titres de Face No More parce que finalement, ils ont pas mal surfé du coup sur le succès de The Real Thing qui les a placés vraiment sur l'échiquier de quel que soit le genre que tu lui donnais en vrai, on s'en fout. Angel Dust juste après a un petit peu moins réussi parce que c'est très confus. Enfin, là où tu trouvais que The Real Thing était très éclectique, Oui. t'as quand même, tu vois, si toi t'as réussi à en tirer une espèce de structure où la vie, machin, la mort, dis-toi qu'Angel Dust, ça part vraiment dans tous les sens. Genre, il y a toujours une espèce de cohérence, mais elle est beaucoup moins claire. Oui, ça emploie des termes forts là sur Wikipédia. Je suis en train de regarder. Ouais, ils Album sont énervés, complexe les et gens. confus.
Ouais, distinctement expérimental. Ah, ouais, c'est très bizarre. Hein. mais ça me donne envie d'écouter. Je sais que ce genre de superlatif te donne juste envie de lancer l'album juste après. Ouais, ouais, Je te connais trop bien, Loulou. Je pense que je le ferai. Bah écoute, moi je vais lancer celui-là, puis toi tu vas lancer Peeping Tom, et puis, Ouais, puis dans on en une petite reparlera heure on peut-être. débrief. Ouais, vas-y. Ça me va, ça me va, ça me va. Mais, ouais. Putain, alors je vois que ça parle de Dirty Pair aussi, incroyable. Ça me dit rien du tout par contre. Ah, bah c'est un vieil animé bien, Voilà, mais c'est du Nico Core quoi. bien 90. Ouais. Dirty Pair, putain, c'est magnifique ça. Le Plague of Angels. Mais ouais, c'est cet album qui est. Je sais pas. Enfin, je me répète, j'ai l'impression que je me répète, mais j'arrive pas à vous donner une. Pas une vraie raison, mais j'arrive pas à vous poser objectivement pourquoi je trouve cet album génial. Je pense qu'il faut l'écouter. Je pense qu'en vrai, tu vois, si t'avais pas écouté l'album pour l'émission, tu pannerais rien à ce que je te raconte depuis tout à l'heure, tu vois. Ah oui, non mais c'est clairement. C'est de toute façon, au pire, l'album est pas long, je crois qu'il doit faire, je sais pas, 45 minutes, même pas. C'est pas très très long de souvenir. 55 minutes. Ouais, une petite heure. En gros, une petite heure. Mais vous allez pas être perdu. Oh non. Mais il y a des hymnes, il y a tout ce qu'il faut. C'est un album intéressant. Au-delà de ce que vous en pensez musicalement, que ça vous plaise ou pas, je pense que enfin, en toute honnêteté intellectuelle, on peut pas nier que l'album est musicalement intéressant. Ah, je te disais 14 millions tout à l'heure, juste après les 182 millions d'épiques, mais en fait je me suis trompé. Ah, Il y a c'était Falling 1,4 to million. Pieces. Non, il y a Falling to Pieces qui a 20 millions d'écoutes. Tu vois. Eh bah tu vois, les gens sont. Bon, il y a quand même un gros d'accord gap, avec moi. Il y a un gros gap, mais Il y a quand il y a même un un gros gros gap. mais il y a pas eu de matraquage de Falling to Pieces, tu vois. Non. Epic, je sais que, enfin, si tu tombes sur probablement des radios de ce style, c'est un peu spécialisé. Ouais, années 90. Fin 80s, début 90s. Enfin, Ouais. évidemment, t'as du Elle va y Face No être. More quelque part. C'est va y évident. Et si t'as du Face No More, ce sera soit Epic, soit une autre chanson, quoi. Easy. Bon, j'imagine Voilà, que ça devait être le single. Ah, complètement. C'était complètement le single. Enfin, l'époque. en tout cas, ça l'est devenu après, quoi. Je pense pas qu'il l'ait écrit comme tel. De toute façon, à mon avis, Patton l'a pas écrit comme tel, puisque, bah, de toute façon, il connaissait pas le morceau avant d'écrire. Mais pour le coup, c'est celui qui a été matraqué, quoi. Pour l'anecdote, ça n'a rien à voir, enfin en tout cas pas grand chose à voir, mais je suis en train de regarder en ce moment la série Young Sheldon sur Netflix. Aïe aïe aïe, pourquoi tu t'infliges ça? Mais parce que j'aime bien. Et Aïe, puis aïe, il y a un des épisodes de la saison 3 qui commence avec un intérieur typiquement années 90. Un intérieur typiquement des 4... D'accord. Ouais. Et du coup, un poster de Face No More. Et non, mais MTV sur une télévision avec Epic qui passe. Ah oui, bah évidemment. Voilà. C'est certain, c'est Epic. Epic, c'était l'équivalent de ce qui est arrivé avec Nirvana après. Quoique, attends, j'ai un problème de temporalité là. Attends, c'était quand ce Melting Spirit? Putain, je suis perdu. Ouais, c'est 91, donc c'était un peu après. Là, pour le coup, ils ont dû vivre, en fait, Epic a dû vivre un petit peu ce qu'a vécu Nirvana avec Smells Like Teen Spirit, c'est-à-dire 15 passages par jour, et la blinde à l'infini. Je pense que le matraquage fait aussi partie du succès du groupe, ou en tout cas du fait que ça a été très connu à partir de cet album-là. Qui est un album, je le répète encore une fois, qui est... dingue sans ça, hein. Il avait pas besoin d'être matraqué, mais je pense qu'il aurait été beaucoup moins connu qu'avant. Ouais. Enfin, sans que avec. Bref, vous m'avez compris. Tout à fait. De toute manière, du moment que t'as ton morceau phare qui est diffusé sur MTV, je pense que c'était... Ouais, c'est ça. Bah, surtout matraqué, quoi. Parce que si ton morceau est diffusé une fois... Mais ouais, de ce que j'en ai compris, ça avait l'air d'être matraqué à l'infini sur MTV. Puisque, les gens sont énervés, quoi.
Mais ça a pas dû arranger les affaires de Patton, cette histoire. Il a dû se retrouver Keblo. Parce que je sais pas dans quelle mesure il a pris le contrôle du groupe, tu vois. Parce que je pense que... Moi, je pense qu'il se l'est approprié complètement. Ouais, ah ouais, complètement. Moi, je pense qu'il l'a phagocyté un peu même. Parce que, que ce soit bien ou mal, ça, vous êtes juge. Moi, je pense que c'est pour un bien. Mais ouais, c'est... Enfin, Face No More, tu vois, tu te dis pas, oh tiens, waouh, c'est le groupe de Billy Gould, tu vois. Genre, à moins d'être un énorme fan de basse, et encore, tu le connais que pour Face No More, et peut-être un ou deux projets de Patton où Patton l'a tiré en mode viens, on va faire un truc à la con. Mais pour le coup, ouais, c'est pour moi, Face No More, c'est Mike Patton, même si je sais que ça a pas été que Mike Patton, et qu'il y avait des idées très intéressantes dans Wiki Reload, qui était le premier album avec ce fameux Chuck Mosley là. Faut que je l'écoute du coup pour voir Ah, Wiki Reload, c'est très différent. À quel point Patton est arrivé, quoi. Ben, en fait, si tu veux, il y a 4 ans d'écart. Et t'as un espèce de petit côté. Enfin, Wiki Reload, en gros, c'est un album qui est écrit avec Chuck Mosley à l'époque. Où c'était tu sais, comme il est sorti en 85, c'était le moment où t'avais les espèces d'albums super groupes, tu sais, les machins pour la famine en Afrique, enfin tu sais les blancs riches qui disent oh c'est pas bien d'être pauvre et ce serait bien que les gens arrêtent d'être pauvres, alors du coup on va chanter, et du coup Wiki Reload, qui est littéralement arrête. C'est ça, arrête d'être pauvre s'il te plaît. Wiki Reload, c'est typiquement un morceau où c'est juste... Enfin, c'est du matraquage. Tu vois, le morceau, c'est Wiki Reload, tac, tac, tac. Wiki Reload about un truc, Wiki Reload about machin, tu vois. Et c'est ça pendant 4 minutes. Donc c'est... c'est un autre truc. Disons qu'il y avait peut-être un propos un peu plus... Je t'avoue que tu me le vends pas très bien là. Bah ouais, parce que c'est un peu dur à vendre. Après, il y a probablement une figure rythmique de violon que j'adore, qui est celle de la piste As the Worm Turns sur cet album-là. Mais tu sens que l'influence musicale de ce que va devenir Face No More, musicale pure, hein, s'entend pas vocal ni quoi que ce soit, est déjà un peu là parce que c'est globalement les mêmes mecs qui jouaient. Donc tu sens qu'ils jouaient déjà ça avant. Et pour moi, typiquement, Chuck Mosley, c'est le gros problème du groupe. Parce que c'est pas un foudre de guerre en chant. Rythmiquement, il est à peu près là, donc c'est... Voilà, quoi. Non, mais je pense que on est d'accord pour dire que Mike Patton... Oui, Mike Patton est un ouf. C'est... Pour moi, c'est l'âme du groupe, même s'il était pas là au début. C'est assez bizarre de le dire comme ça, mais ça fait partie des éléments qui ont fait que le groupe a perduré dans le temps. Et puis de toute façon, tu l'as entendu partout, Mike Patton, comme je te disais tout à l'heure. Qu'est-ce que tu penses? Tiens, quiz à la con. Quiz à la con. Je vais te le dire, on a fait une liste d'albums desquels on veut parler dans l'épisode, et il est sur un autre album de ma liste. Et, Mike Patton, il est sur un autre album Mike de ta Patton, liste. il chante sur un autre album de ma liste, et c'est probablement un des derniers auxquels j'aurais pensé. Parce que, voilà, je vais te le highlight, on va pas le dire parce que voilà, mais tu... Alors attends. Voilà. Est-ce que c'est celui que tu as highlight là tout de suite là ? Oui, tout à fait. Ouais, c'est bizarre. Moi aussi, ça m'a fait bizarre. Mais oui. Mais pas sur ce morceau-là. Non, pas sur ce morceau-là, mais sur un des morceaux de l'album, il est complètement dessus. Mais après, pourquoi pas, hein, enfin, je veux dire. Ah, mais pourquoi pas, mais c'était probablement le dernier sur lequel j'aurais, tu vois, je l'aurais attendu dans la liste. À part les trucs voilà, pure chanson française ou un truc comme ça. Et encore pur. Il me semble qu'il se débrouille pas mal en français en plus. Mais ouais, il a joué des pianos, il a joué du piano sur certains trucs de morceaux de Gainsbourg. Enfin, il a repris du Gainsbourg au clavier et il chante. Enfin, d'accord. c'est une folie. Il est beaucoup trop prolifique en fait, c'est un peu le problème. Oui, c'est ça.
Alors, c'est un est-ce petit qu'il peu l'est le problème. toujours autant? J'ai envie de te De dire. ouf. Ben, je sais pas. Qu'est-ce qu'il Parce fait que, maintenant? À part ben, Raw du Face No More. écoute, ouais, c'est ce que j'allais dire. Hein, Face No More, bon, 2015, hein, dernier album, donc ça fait quand même un petit moment déjà. Il y a peut-être eu un truc entre temps, je suis pas sûr de ce que je dis, mais en tout cas, il refait de la scène. Et pour le coup, je sais pas ce qu'il fait avec ses autres groupes. Je crois qu'en ce moment, il y a Mr. Bungle qui revient un peu en force. Parce qu'on a parlé très rapidement de Mr. Bungle tout à l'heure, faut savoir que Patton est à l'origine de Mr. Bungles depuis ses 17 ans. Mhm. C'est-à-dire que le gars, le gars il s'est dit, tu sais, je vais faire un groupe d'ados. Et le groupe d'ados, ça fait 40 ans qu'il est là, quoi. C'est... Je sais pas. Tu vois, ça me... Voilà. Solid Voilà, Victus. Ok, en 2015, effectivement. Ouais, qui était le dernier album, enfin qui était l'album justement du retour, parce que t'as eu cette espèce de pause où t'as eu King for a Day et du rien. Enfin, tu sais, 2-3 re-releases de best-of parce que faut bien que les maisons de disques elles aient de l'argent. Et puis faut bien vivre, madame. Et après, les mecs reviennent avec Sol Invictus en 2015. Ça sortait de nulle part. Tu te dis, ok, d'accord, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et bah voilà, il est là. C'est Mike Patton. Et... Mais pareil, hein, il a repris d'autres projets. Je crois que Mr. Bungle a repris il y a pas si longtemps que ça. Genre 2020 ou 2019. Je sais pas ce qu'il en est de Peeping Tom parce que Peeping Tom je connais pas. Fantomas, il me semble que c'est toujours actif. Ah, attends, alors apparemment, en 2016, il devient le nouveau chanteur de Dead Cross. Je ne connais pas du tout. Moi non Je plus. t'avoue que Le ça me groupe dit rien de du tout. Dave Lombardo. Alors, qui est Dave Lombardo? Bah, Dave Lombardo, c'est le batteur de Slayer, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Batteur du groupe de thrash metal Slayer. Bien joué. Donc voilà, Enfin, tu vois, jusqu'à le mec. 92. Ouais, bon, après, oui. Mais il est surtout connu pour être batteur de Slayer. Mais apparemment, Mais, il a un nouveau groupe qui s'appelle ouais, Dead qui Cross, s'appelle Dead Cross. Bon. dont Mike Patton est chanteur. Oui, parce que de toute façon, quand il y a Mike Patton quelque part, il y a toujours des gens connus et inversement. C'est fou. Je trouve Mais- ça folissime, quoi. Bon, après, le mec est né en Californie aussi, donc Mais ça ouais, aide pas mal. mais je sais pas, il le porte sur lui. Et ça a l'air d'être le bon buddy en fait. C'est un buddy, Oui, Mike Patton. et globalement, C'est- c'est un des rares mecs. Alors après, je suis pas méga renseigné là-dessus, mais c'est un des rares mecs de l'industrie musicale où j'ai jamais entendu tu sais, genre des mecs qui ont des casseroles au cul. Ouais, il a pas l'air d'être problématique du tout. Enfin, tu vois, c'est pas Train 13 Nord, quoi. On a beau adorer Train 13 Nord, bon, il y a 2-3 trucs, tu peux pas trop. Enfin, de moins en moins, tu peux faire abstraction de ce qui se passe avec lui. Patton, j'ai jamais entendu des mecs dire c'est un sale con ou c'est un violeur pédophile ou quoi que ce soit, quoi. Ce qui est assez. Oh, bah rassure-moi, Enfin, rassure j'allais non dire, plus. Reznor, il a quelques affaires au cul, hein, d'après ce que j'ai compris. Mais pour le coup, ouais, c'est. Patton, enfin, pour un mec qui a une carrière de. Putain, attends, faut que je calcule parce que. Il a commencé Bungle en quelle année? Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai déjà oublié. Il a commencé en 85. Donc, ouais, de 85 à maintenant. J'ai pas souvenir qu'il y ait eu de scandale en mode il s'est passé une couille ou quoi que ce soit, quoi. Il a l'air d'être assez correct comme mec. Il a l'air d'être assez sympa en plus. Mais il est pote avec tout le monde en fait, c'est ça En qui plus, est- oui. En plus, il est pote avec tout le monde. Mais en même temps, je pense que quand t'es dans, tu vois, quand t'es dans la scène, on va dire musique amplifiée en Californie dans les années 80, bon, tu vois, je pense que tu croises des mecs. Et je pense que la preuve de ça, c'est la quantité de gens extrêmement connus Avec qui il a collaboré. avec qui il a pu collaborer et qu'il a dû croiser pendant des années. Fun fact, Courtney Love a chanté dans, dans Face No More. Hein. On ne dit pas Oui, assez. oui, j'ai mais- vu ça, ouais. On le Courtney dit Love. pas assez, mais ça surprend toujours. Hein. Et d'ailleurs, sur quel album elle a chanté Elle a chanté sur des trucs un peu pas album en fait justement. C'était au moment où un peu entre le moment où Chuck Mosley est arrivé dans le groupe. Tu sais, c'était
Ils ont dû faire 3-4 dates en mode on enregistre dans mon garage, une connerie, il devait y avoir Courtney Love et voilà. Mais je crois qu'il y a eu un enregistrement, enfin d'après ce que j'en ai compris, il y a un enregistrement avec Courtney Love qui chante. Probablement d'époque, j'en sais rien. Mais c'était avant la sortie des albums pour le coup. Donc ouais, c'est comme quoi il y a même un lien avec, avec Nirvana quoi. Mais c'est un groupe qui a une histoire assez rocambolesque, je trouve. Hein. Après, ils ont changé 50 fois de guitariste aussi. Mais un des seuls mecs qui est vraiment resté. Enfin, les mecs qui sont vraiment restés tout le long, c'est Mike Bordin et Billy Gold, qui sont le bassiste et le batteur, pour le coup. Mais ouais, après le reste, à part les premiers albums, enfin entre guillemets les 2 premiers, parce qu'il y en a eu un autre qui est sorti entre temps qui s'appelait Introduce Yourself, qui était pas non plus, qui était on va dire un peu oubliable. Voilà. C'est Patton qui est la voix de Faith No More depuis The Real Thing. J'ai aucune envie que ça change, jamais. Ouais, c'est pas moi qui te contredirai là-dessus. Après, je pense que ouais, ils ont dû avoir des musiciens de session et autres, parce que tu regardes la chronologie des membres du groupe, des guitaristes, il y en a genre 8. Et à un moment, ils changeaient de guitariste. Après l'album suivant, qui est, j'en parlais tout à l'heure, Angel Dust. King for a Day, c'est un autre guitariste. Il y a eu un autre guitariste qui a bossé entre-temps, entre ces albums-là, et après c'est encore un autre. Et c'est le même depuis 98 pour le coup, à première vue. Mais je t'avoue que je m'intéresse pas trop au line-up du groupe. Tant que Patton reste dedans, moi ça me suffit. C'est ce que je trouve c'est ce qui définit pour moi le son de Faith No More, et je suis d'accord. Et définitivement ce sera ça quoi. Et pourtant je n'ai écouté qu'un seul album. Ah bah voilà, de toute façon tu vas écouter les autres maintenant. Oui. Mais c'est ça qui est étonnant en fait, c'est que ne connaissant pas Faith No More, même pour moi qui ne connais pas Faith No More autant que toi tu connais Faith No More, c'est Mike Patton. C'est ça qui est très curieux en fait. Après ouais, je pense que tu vois, c'est pas Mike Patton pour les mecs qui ont peut-être connu les premiers albums, parce que je parlais très très mal du chant de Chuck Mosley et de We Care A Lot, qui est pas forcément un album que j'aime bien. Je pense qu'en vrai, quand tu te le prends dans la gueule dans le contexte à l'époque, tu te dis qu'il y a peut-être un truc, tu vois. Oui, c'était peut-être novateur, c'était peut-être... Ouais, tout à fait. C'était probablement extrêmement novateur. Après, moi, en 85, j'en sais rien, je n'étais pas né. Mais pour le coup, ouais, il y a probablement un truc qui a... Enfin, pas choqué, mais qui a électro-choqué, on va dire, une scène qui s'est prolongée sur la suite, quoi. C'est bien ça, électro-choqué, j'aime bien. Putain, électro-choqué, digué. Je te donne un mot à chaque fois, c'est ça. C'est ça. On le note. Exactement. Ouais. Faith No More, donc, un groupe qui a traversé le temps et... Ah, puis bizarrement, qui arrive toujours à être un peu relevant à chaque fois. C'est ça. C'est un peu bizarre. Quel est le mot que je cherche? Aidez-moi s'il vous plaît. Ah, je ne sais pas. Électrochoqué? Le témoin. Ah, le témoin d'une époque. Je suis même pas sûr. Toute une époque, du temps qui passe et de toutes les époques qui traversent, quoi. Ah, musicalement, je suis même pas sûr, parce qu'ils ont une certaine constance dans leur son, en réalité. Je sais pas. Je ne sais pas, mais dans le pire des cas, ouais, écoutez l'album, quoi. C'est une dinguerie. Et si vous avez pas envie d'écouter... d'écouter cet album-là, précisément, écoutez Angel Dust, parce qu'il est ouf. Vous pouvez aussi écouter une compile qui est sortie en 98 qui s'appelle Who Cares A Lot, qui du coup contient des morceaux de Faith No More qui sont inclus du coup entre We Care A Lot en 85 et King for a Day en 95. Donc c'est 10 ans de Faith No More avec beaucoup de bangers.
Et puis j'avais kiffé, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Merde, à un moment. Je suis pas votre père, hein. Si, vas-y, fais des recos. Pas de Ah, soucis. je te fasse des recos. Bah, moi, je peux te reco plein de groupes avec lesquels Mike Patton a bidouillé, hein. Il a bidouillé avec Primus, déjà. Oh, je le Voilà. savais ça, je crois, dis donc. Bah voilà. Tu vois, comme quoi Mike Patton, tu vas le Oui, retrouver un peu oui, partout. oui, Primus, mais oui. Avec Björk aussi, parce que pourquoi pas? Après tout, fuck it. Pourquoi pas Björk? Qu'est-ce qu'il a fait avec Björk? Aucune idée. J'en ai absolument aucune idée. Mais ouais, Björk et tout. C'est trop de trucs. C'est trop de trucs. Après, ça se trouve, j'ai peut-être dit une connerie, parce que j'ai pas non plus totalement vérifié mes infos. Hein, faut pas mentir. Je suis pas là pour. Enfin, vous êtes grand, quoi. Vous savez, ça un moteur de recherche. Mais non, c'est. Enfin, si je devais résumer en une phrase pourquoi vous devriez vous devriez écouter cet album, c'est grosse claque dans ta gueule, sa main. Ça fait plus d'un mot, mais globalement l'idée est là. Mais on passera sur la pochette qui est assez moche, en vrai. Oh, elle a une petite. Ouais, en fait, toutes les pochettes Vibe. de Face No More sont toutes un peu pas nécessairement perchées. Celle d'Angel Dust, elle est un peu dans le même style. Celle de King for a Day n'a rien à voir parce que on dirait un truc vachement plus abstrait. C'est des aplats de couleurs, tu sais. C'est du flat art. Il y en a, c'est des photos. Mais ouais, The Real Thing, je ne comprends pas le propos de la pochette. Je comprends pas la proposition de la pochette. Sachant qu'en plus, si tu cherches, vous pouvez trouver la pochette entière. Parce que c'est un espèce je sais même pas ce que c'est. On dirait une espèce de flamme qui fait une goutte en tombant dans du lait sur un fond de béton. C'est très, c'est très très curieux. Mais sachez que c'est qu'une petite partie de ce qu'était la pochette en entier. Et je ne comprends pas je ne comprends pas ce visuel. C'est pas une étendue de lave? Si, mais pas sur la pochette originale, tu le vois pas. Sur la pochette originale, en fait, t'as vraiment... Enfin, la pochette originale, la pochette... comment? Celle qui est sortie avec le Scud. C'est... Ouais, c'est pas... Je sais pas trop ce que ça représente. C'est un peu bizarre. Bah, pour moi, ça serait une étendue de lave, en fait, avec une espèce de goutte qui serait tombée et puis qui aurait libéré une flamme de dessous la croûte de lave. Bah, ouais, Enfin, ouais, je sais mais... pas. Je sais pas. Oui, effectivement, c'est chelou quand même. C'est encore plus étrange quand tu vois la pochette entière, en fait. Parce qu'elle est... comment dire? Tu vois le détail, mais ça t'aide pas. Tu vois que ce que tu vois de la pochette est un détail, mais la voir en entier t'aide pas beaucoup plus. Donc c'est un petit peu étrange. Mais dans tous les cas, ce qui va nous intéresser ici n'est pas la pochette, mais Non. bien entendu. Ceci n'est pas un podcast sur le graphisme des pochettes. C'est ça, la folie musicale. La folie musicale qu'est cet album, quoi. Après, ceci dit, une fois qu'on aura fait plein d'albums, on pourra faire un épisode spécial où on note les pochettes les plus nulles et les plus stylées. Waouh. Alors, indice, Face No More, à mon avis, va pas se classer très haut. Non, et c'est ça. Ce sera probablement dans les derniers. Cet album-là sera bottom tier au niveau artwork. C'est pas trop ça. Mais ah ouais, attends, c'est une bonne idée, ça. On devrait faire ça. Ouais, on pourrait. Il y en a... Je vois la liste des albums qu'on a, il y en a des dingues. Il y a des pochettes que j'aime beaucoup. Il y a du kitschou et il y a du moins kitschou. Ouais, mais il y a surtout du kitschou. Hein. Il y a surtout du kitschou. On va pas se mentir. Bon. C'est une folie. C'est une folie. Est-ce que tu vois encore quelque chose à rajouter sur The Real Thing? Sur The Real Thing, non. Sur Face No More, écoutez. C'est incroyable. De toute façon, puis si vous aimez pas, bon, vous aurez qu'à venir gueuler sur le Discord. Hein. De toute façon, vous commencez à savoir. Enfin, si vous écoutez si vous n'écoutez que tu vas me niquer la batterie, vous commencez pas à le savoir. Mais si vous écoutez, bien entendu, les autres podcasts du réseau, vous commencez à savoir qu'on a un Discord. C'est ça. Et puis que de toute façon, votre avis. Oui, Voilà. de toute Mythe la façon. mythe le dit mieux que moi. Mais... Exactement.
Mais ouais, non, écoutez, ça me ferait plaisir que d'autres gens qui sont pas toujours nécessairement en phase avec ces goûts musicaux-là viennent me dire que c'est incroyable et que je leur ai fait découvrir un groupe qui kiffe. Mais en vrai, ouais, si vous aimez bien cette espèce de patte de rock, rock metal 80s, un peu feel good, un peu inclassable, franchement, je pense que Face No More est complètement fait pour vous. Et il faut Non. que vous écoutiez d'urgence l'intégralité. Bon, je vous en voudrais pas si vous sautez Wiki Reload. En vrai. Mais ouais, écoutez Face No More, c'est incroyable. Voilà. Le message est lancé. Une Grave. bouteille à la mer. Écoutez Face No More. Et puis venez en parler sur le Discord. Ouais, oui, tout à fait, tout à fait. On vous attend, hein. On vous Mhm. attend. On est prêt à parler de tout genre musicaux. Tout genre musicaux. J'ai Tout menti. à fait. Les gens vont se rendre compte que j'ai menti très très vite. Mais, je corrige. Nico est prêt à parler avec vous de tous les genres musicaux. Voilà, tout genre musicaux. Tout à fait. Dans la limite du raisonnable. Tout à fait, tout à fait. Bon, ben on a bien fait une petite heure quand même sur cet album. Et Ah sur ouais, Face c'est No quand More même- de manière générale. Mais Moi, j'ai surtout sur l'impression. Mike Patton en fait. Mais voilà. Mais je pense que c'est très révélateur de. Et Ouais. ça sera la conclusion de, de ce numéro. Cet outtake. Il est impossible de parler de Face No More et de parler de The Real Thing sans parler de Mike Patton. Ah oui, bah c'est Voilà. principalement pour ça que c'est de celui-là que je voulais parler. Après, si on veut vraiment parler des albums de cœur, peut-être qu'un jour on viendra sur Angel Dust, mais on va vous Mais- laisser reposer un peu. On vous laisse le temps de l'écouter du coup, c'est bien. Voilà. Et donc c'est là-dessus que on va se laisser. Ah, c'est une belle conclusion. Voilà. Il est fort en conclusion. Venez lui dire qu'il est fort en conclusion. Voilà, venez aussi sur le Discord dire que je suis fort en conclusion. Ouais, faites des compliments à Nico. Nico, il a pas l'habitude de parler comme ça. Mon cher Paul, Oui, laissons-nous là très bien. et je m'en vais de ce pas écouter Angel Dust. Ah, j'en suis ravi, Loulou. Voilà. Et tu vas faire de même avec Peeping Tom, n'est-ce pas? Ah, ça va être ça, tout à fait. On se retrouve la prochaine fois pour un autre album, du coup. Alors, on sait quel pas trop, album? on n'a pas choisi. Non, on n'a Bah pas non. choisi. J'ai On pas n'a pas réfléchi, choisi. moi. Non. Je pense on devrait essayer de trouver un truc un peu plus clivant dans la liste. Clivant. Oh, et puis on a du clivant là, je pense. Il doit y en avoir, ouais. Moi, je vois des, je vois des trucs, ouais. Il y a des dingues, hein, il y a des dingues. Je vois des trucs dans ta liste, bon. Pourquoi dans ma liste? Ah bon, on va en parler en ref, tiens. Bah, parce que la prochaine fois, c'est un album à toi. Ah, on C'est fait le comme ça rythme qu'on a fait. On fait chacun son tour. Bon, on peut essayer. Pourquoi pas. Ok. Ça marche. Après, voilà, au pire, on fera un autre album. On fera un album qui est pas dans la liste. Tu sais, on prend un album du top 50 au pif, on le prend, et puis voilà. Bim, on se retrouve à écouter Gwen Stefani, et c'est parti. Très bien. Et ben, quoi qu'il en soit, vous saurez de quoi on parlera au prochain numéro. Tout à fait. C'est la surprise. Bah, merci d'avoir adoré cet album, mon Nico. Oui, mais Vraiment. écoute, merci de me l'avoir fait découvrir. Sur le Waouh. tard, certes, mais quand même. Ouais, mais tu sais, moi je l'ai découvert, l'album était sorti il y a 10 ans, donc t'as le droit. Bien. 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 Et merci à toutes et tous pour votre attention. Oh, Si tant est que vous avez été attentif. attentifs. Fort. Et bien, à la prochaine fois. Bah ouais, salut. Salut.